Bonsoir à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h. Voici les principaux titres. La journée mondiale de la démocratie a été célébrée aujourd'hui à Djibouti. Et accident aux eaux de Doudaïli, un échappé de refuge des camps abattus par la gendarmerie. Et au Soudan du Sud, éruption de violence 2 jours après la signature d'un accord de paix. Merci à vous de nous rejoindre. Le 15 septembre aujourd'hui, donc date symbolique de la journée mondiale de la démocratie dans le monde. C'est dans ce cadre qu'une délégation des parlementaires ainsi que les membres du comité exécutif du RPP se sont rendus sous l'arbre donc situé à PK 51 dans la localité de la région d'Arta. Cette délégation avec à sa tête le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, accompagné du préfet et du président du conseil régional, a rencontré les principaux notables et leaders sociaux. L'objectif est de se retrouver autour de l'arbre qui est un lieu qui garantit la liberté, l'égalité et l'équité entre tous les membres de la communauté. Matarnek fadua mango taturute matre wainama tamate mi bihabenno laradenno bararadenno bisamara harata pada laradenno bararadenno bisonadahu manaradenno laradenno bararadenno laldisi menehintem baraldisin tamay bihita laradenno. Et par la suite, le préfet de la région d'Arta et le président du conseil régional ont pris la parole et indiqué, donc, comme déjà affirmé par les sages, donc la démocratie n'est pas chose nouvelle. Il y a des siècles de cela, notre communauté possédait déjà un système de démocratie pastorale et résistance des lois, comme chacun le sait. Il s'agit donc des lois juridiques qui prônent l'équité, l'égalité entre les personnes, comme cité également dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et par la suite, les autorités coutumières de la région d'Arta ont pris la parole et ont indiqué donc que l'arbre à palabre a toujours été quotidien pour régler donc les différends entre les membres de la communauté, de As'ila en passant par Dikil jusqu'à la périphérie de la capitale. Ce genre de rencontre entre sages a lieu presque tous les jours et les sages ont indiqué que l'égalité entre les hommes a toujours été la base même de leur coexistence. Et par la suite, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a pris la parole durant la réunion sous l'arbre, donc au village de PK 51, où a été célébrée aujourd'hui la journée internationale de la démocratie. Les réunions populaires seront pérennisées dans chaque région à l'avenir pour consolider la démocratie dans notre pays, qui est un havre de paix. Le président Ahmed a remercié la population et les autorités de la région d'Arta pour l'accueil réservé à la délégation parlementaire ainsi qu'à lui-même. Cette journée de la démocratie, donc célébrée dans le monde et dans la région également, est un symbole fort pour nous, a indiqué le président Ahmed, étant donné que c'est la région qui a accueilli la conférence de réconciliation somalienne en 2000. Depuis cette date, la Somalie a évolué sur le chemin de la réconciliation et de la démocratie. Nous sommes des parlementaires, a-t-il indiqué, nationaux, élus au suffrage universel par le peuple djiboutien, et nous avons pour mission de défendre les intérêts du peuple partout, surtout auprès du gouvernement. Nous sommes le relais entre le peuple et l'exécutif.
Nous avons pour mission de contrôler donc la bonne exécution des programmes de développement au profit du peuple dans chaque région. La défense des intérêts du peuple incombe aussi bien aux élus nationaux et locaux. Les deux institutions sont chargées de défendre l'intérêt du peuple qui les a élus, chacun à son niveau. La démocratie, c'est la volonté de chaque citoyen exprimée donc librement lors des réunions de concertation, lors des réunions de discussion qui sont engagées entre les différentes parties, et un consensus destiné à la mise en œuvre est adopté. C'est le principe même de la démocratie populaire. Lorsque nous tenons une réunion, a poursuivi le président Ahmed à l'Assemblée nationale, à l'instar d'une réunion que nous avons aujourd'hui sous l'arbre à palabres, c'est pour discuter et trouver des solutions susceptibles d'améliorer les conditions de vie de la population. Il a ajouté que des réunions similaires vont se dérouler à l'avenir dans chaque région pour promouvoir la démocratie. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a présidé ce matin une cérémonie marquant la clôture d'un stage de certificat technique élémentaire en musique dispensé au profit d'une vingtaine de jeunes militaires issus du dernier recrutement 2017 effectué par les forces armées djiboutiennes. Ont également pris part à cette cérémonie le général de division Hassan Ali Kamil, le conseiller du chef d'état-major général des armées, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, le colonel Wahib Moussa Khalinle, commandant l'armée de l'air, le colonel Mohamed Almi Habane, directeur de la division des opérations, et plusieurs autres officiers donc supérieurs du haut commandement militaire djiboutien. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim a passé en revue les militaires présents avant de saluer les invités conviés à cette cérémonie. Et par la suite, le président de la commission des examens, le colonel Mohamed Elmi Waïs, a procédé à la proclamation des résultats par ordre de mérite. Et suite à cela, les 11 premiers militaires sur la liste ont été promus au grade de caporal par le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, et les suivants au grade de première classe. Et comme puis chaque promu s'est vu attribuer un certificat technique en fonction de son classement. Enfin, cette cérémonie de certificat technique élémentaire musique a été clôturée par des animations culturelles autour d'un pot de bienvenue organisé au sein du centre d'instruction technique et tactique d'Ambouli du camp Cher Osman. Et à la fin de la cérémonie, les jeunes promus ont remis des cadeaux au chef d'état-major général des armées, Zakaria Cheikh Ibrahim, et au directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah.
Également dans l'actualité, dans la soirée d'hier, une lionne s'est échappée de son enclos au zoo des Camps dans le secteur de la localité de Douda vers 23h30. L'animal a réussi à sortir de son parc et s'est mis à se promener librement dans un endroit qui n'était pas clôturé derrière le zoo. C'est ainsi que la lionne a blessé 3 enfants. Les blessés ont été admis à l'hôpital général Pelletier où ils ont été placés sous surveillance médicale. Aussitôt, le haut commandement de la gendarmerie nationale a mobilisé un groupe du GIGN, le groupement d'intervention, la gendarmerie nationale et 2 pelotons d'intervention en vue de neutraliser la bête devenue incontrôlable qui déambulait dans une zone où elle pourrait faire encore des victimes. Au même moment, les gendarmes de la brigade d'Amerjoug ont sensibilisé les riverains de ne pas quitter leurs habitations jusqu'à la maîtrise de la situation. Et c'était ce matin vers 7h que la lionne a été aperçue dans les buissons au lieu communément appelé Wanag Hawali, situé près de la plage de Douda. Aussitôt, un tireur d'élite du GIGN a réussi à abattre le fauve. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, présent sur les lieux tout au long de l'opération, informe la population que la menace a été neutralisée en vue d'éviter une psychose généralisée pour les habitants de ce secteur. Une enquête est en cours à la brigade d'Amerjoug en vue de déterminer les circonstances exactes de l'évasion de la lionne. Et les autorités locales, dont les députés, le sous-préfet d'Amerjoug, ont félicité par la suite la gendarmerie pour son intervention rapide. Il s'agit là de la seconde fois où un animal s'échappe de ce zoo dont la sécurité des riverains et des visiteurs semble être le point faible. Un lion était sorti de sa cage en pleine visite d'écoliers. C'était en janvier 2017, faisant 2 victimes décédées sur place et un blessé grave. Le même scénario se répète un an après et a failli faire beaucoup plus de victimes sans l'intervention de la gendarmerie nationale, puisque la bête a pris le large jusqu'au village de Douda. Comment est pu arriver ce second accident? Le mystère reste entier sur ce qui semble être une négligence grave du zoo. Écoutons à ce sujet les explications du responsable du zoo qui reste peu convaincante. Et toujours selon ce dernier, 80 000 € ont été nécessaires pour sécuriser l'enclos. On l'écoute. En fait, j'ai été contacté hier soir dans la nuit vers 1h du matin par le commandant de la garde républicaine et par le sous-préfet pour me signaler qu'une lionne errait sur la plage de Douda. J'ai tout d'abord cru à une plaisanterie puisqu'on avait déjà eu un accident de ce type-là il y a 2 ans auparavant et que je pensais que c'était vraiment terminé suite aux travaux conséquents qu'on avait faits, à la fermeture d'1 an du refuge et que plus jamais on pourrait connaître à nouveau le cauchemar qu'on avait connu il y a 2 ans. Donc autant vous dire que trouver un animal comme ça dans une forêt en pleine nuit, c'est extrêmement dangereux. Donc immédiatement on est tombé d'accord avec les forces de gendarmerie qui m'ont d'ailleurs demandé mon avis sur la conduite à tenir. Donc on est tombé d'accord tout de suite sur le fait qu'il fallait exécuter l'animal, ne pas prendre de risques. L'attitude la plus prudente, c'est d'attendre le jour pour commencer des opérations sérieuses. Donc petit à petit on a détecté la présence de la lionne qui s'est déplacée, qui a fait quelques kilomètres. On l'a suivie à la trace pratiquement et puis vers 7h du matin on l'a exécutée puisque là elle s'est retrouvée coincée entre des prosopices et les soldats ont fait leur travail, ils l'ont abattue. Alors effectivement on peut se demander mais comment on en est arrivé là, 2 fois de suite, un accident avec un lion qui s'échappe. Les 2 accidents n'ont quasiment rien à voir entre eux, d'autant que, comme je vous le disais, des gros travaux avaient été entrepris pour que ça ne se reproduise pas. Et c'est là donc que j'ai du mal à comprendre comment une lionne à minuit peut décider de sortir de son enclos alors que cet enclos est tout neuf, qu'il est bétonné, qu'il est de toute sécurité puisqu'il a été vérifié par 3 commissions différentes. Donc j'étais très embêté par cette histoire-là. Et on espère tous qu'une enquête sera dispensée de façon à pouvoir savoir si des éléments peuvent prouver qu'il s'agit ou pas d'un acte de malveillance. Dans la mesure où aussi dans les semaines qui sont passées là, on a eu aussi des actes de malveillance sur des clôtures à d'autres endroits du refuge.
Donc ça semble coïncider avec la même nature d'accident. Maintenant, je ne veux pas m'avancer, je peux me tromper, bien entendu, en l'absence de preuves formelles. Donc laissons la police mener à bien cette enquête. Et puis j'espère bien entendu que ça ne se reproduira plus. Et bien sûr, mes pensées vont vers les victimes qu'on a déplorées cette nuit. Toujours en nouvelle nationale, dans le cadre d'un projet conjoint entre le Conseil danois pour les réfugiés et l'ambassade des États-Unis à Djibouti, la cérémonie d'inauguration du centre informatique construit avec les fonds de Julia Taft au village de Markazi s'est tenue au centre donc, du même nom jeudi dernier. Ce centre informatique a déjà formé 66 élèves, dont 42 ont reçu le certificat de formation informatique pendant l'inauguration, avec les 24 restants qui le recevront à la fin de cette même formation. L'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Larry André, était l'invité d'honneur pour inaugurer ce centre. Le secrétaire exécutif de l'ONARS a profité de l'occasion pour remercier les contributions de l'ambassade des États-Unis donc à Djibouti et du travail du DRC pour améliorer les conditions de vie des réfugiés. Et donc Stan Rako-Torizan de DRC a félicité les élèves bénéficiaires de la formation en informatique au centre et a remarqué les progrès pour l'éducation et le futur des jeunes réfugiés à Markazi. Il a aussi donc noté que le DRC continuera de maintenir et gérer et soutenir le centre pour encore 12 mois après la fin du projet. Une jeune bénéficiaire de la formation représentant les élèves a aussi pris la parole pour remercier le DRC et l'ambassade des États-Unis à Djibouti pour le centre de formation qui sera un atout incontournable pour leur futur. Et dans un discours prononcé à cette occasion, l'ambassadeur Larry André a noté le fait que Djibouti est un pays d'accueil, une terre d'asile qui est rare et un exemple à suivre. Il a félicité les efforts du pays, de la société civile et des Nations Unies pour améliorer et garantir un avenir pour les jeunes réfugiés et a réitéré le soutien du peuple américain dans ces efforts. Nous nous étions lancés avec l'ambassade des États-Unis quand nous nous sommes accordés en septembre 2017 de la création du centre informatique que nous allons inaugurer aujourd'hui même. Je voudrais à cette occasion observer un court instant pour mesurer l'ampleur du parcours réalisé. Dans un très court délai et avec peu de moyens à disposition, mais avec une volonté farouche, nous avons réussi à construire un projet et un centre qui aujourd'hui redonne de l'espoir et un futur aux jeunes adolescents du village de Markazi, qui sont les bénéficiaires principaux de ce centre. Je tiens à remercier vivement l'ambassade des États-Unis qui, pour la seconde fois, a encore accordé sa confiance à DRC pour le financement d'un projet dans le cadre du financement du Julia Taft Fund. Et à présent, je vous propose de suivre l'intervention du secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darar. Ce centre informatique au village de Markazi. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier l'ambassade des États-Unis pour son appui à la réalisation de ce centre qui permettra aux réfugiés yéménites d'être formés sur l'outil informatique pour mieux s'intégrer dans la vie professionnelle. Je souhaite également la bienvenue et remercie l'ensemble de nos partenaires humanitaires pour leur engagement et leur participation à cet événement. Dans l'esprit du CRF, visant à promouvoir l'autonomisation des réfugiés pour une meilleure intégration en République de Djibouti, à ce titre, je voudrais rappeler que notre pays a déjà mis en place des cadres juridiques et institutionnels pour favoriser l'inclusion des réfugiés dans les services sociaux de base. Que l'intégration soit soldée d'une réussite, il faudra donner aux réfugiés les moyens et les formations nécessaires pour leur intégration dans la vie socio-professionnelle. En cette occasion solennelle, je voudrais lancer un appel aux lauréats de cette année de se montrer dignes pour atteindre le succès attendu de ce programme. De mon côté, je voudrais vous assurer du soutien indéfectible et de l'accompagnement de l'ONARS pour vous aider dans votre insertion professionnelle. Je voudrais exprimer mes sincères remerciements à son Excellence l'ambassadeur des États-Unis pour ce déplacement au village de Markazi. Je voudrais également exprimer ma gratitude et de toute ma reconnaissance à DRC qui a obtenu le prix de Julia Taft 2017
de l'ambassade des États-Unis en République de Djibouti, ainsi que toutes les institutions et les partenaires qui contribuent au quotidien pour le bien-être des réfugiés. Pour finir, je dis bravo et bonne continuation à nos jeunes lauréats. Et dans le cadre de la promotion des activités sportives des jeunes axées sur la lutte contre la délinquance juvénile, le centre communautaire de Doura, dans la région Tadjoura, a organisé un tournoi sportif ce week-end. 8 équipes au total ont participé donc à ce tournoi de la sous-préfecture de Doura, donc, qui a vu la présence de plusieurs personnalités pour assister donc à cet événement. Cette initiative permettra surtout aux jeunes de s'éloigner de la drogue et autres types de délinquance. L'animateur du CDC de Doura donc a remercié le sous-préfet, les militaires pour leur soutien et assistance à la jeunesse de Doura. Il a aussi rappelé à la jeunesse l'importance de la discipline et le respect pour réussir donc à mieux pratiquer le sport en général. Et dans le dossier de cette édition, nous allons faire donc le portrait d'un jeune entrepreneur. Nous avons donc préparé un magazine qui relate le parcours brillant d'un jeune entrepreneur djiboutien et actuellement vice-président du club de jeunes entrepreneurs qui a créé une société spécialisée dans la production de glaçons. Voici un magazine réalisé par Hidaya Mohamed. Mohamed Abdou Mohamed, un jeune entrepreneur djiboutien, motivé à travailler dur pour son succès, a créé en 2016 une société spécialisée dans la production et la fabrication des glaçons. Une nécessité pour faire face à la chaleur accablante de l'été. L'idée, je l'ai eue en 2015, à mon retour à Djibouti. C'était pendant les périodes d'été et j'étais allé à Obok. Il y avait des Yéménites qui cherchaient des glaçons partout. Et donc je me suis dit, bon, les glaçons, c'est une très bonne opportunité. Pourquoi pas monter un business pour vendre des glaçons? C'est à partir de là-bas que tout a démarré. Et par la suite, j'ai monté mon propre business plan. Une fois que j'ai monté mon propre business plan, j'ai cherché des fonds de droite à gauche. Et à la fin, je suis arrivé à trouver des fonds qui est nécessaire pour monter et réaliser mon projet. Grâce à une machine de filtration, l'eau de l'onéate est minéralisée. Cette machine sert à enlever les carbonates, bactéries et calcaires qui nuisent à la santé. Après avoir filtré l'eau, celle-ci est transportée dans un réservoir qui transmettra l'eau à la machine Ice Block pour la production des glaçons à travers une pompe. Ça, c'est une machine de Ice Block qui fait des glaçons en barre. Vient de faire sortir les glaçons et ça, c'est de l'eau qui a une température assez chaude pour que les glaçons se décalent un peu. Et là maintenant, je vais faire sortir les glaçons de l'eau chaude et les déposer de l'autre côté pour qu'on puisse les faire sortir. Une seule production, ça prend 8 heures. C'est ici que les glaçons en barre de 25 kg sont cassés en 2 ou 4 morceaux. Ensuite, les employés le versent dans une machine qui va les rendre en poudre. Cette machine est capable de produire une grande quantité de glaces pilées et immédiatement prêtes à la consommation. Donc ça, c'est une chambre froide et c'est l'étape finale de mon entreprise avant de faire la livraison. Donc c'est une sorte de stock parce qu'une fois qu'on a rendu les glaçons en poudre, on les stocke et on fait la livraison les matins et l'après-midi. Et pour finir, il a partagé avec nous quelques conseils, notamment pour le futur jeune entrepreneur. Pour ceux qui est tout jeune qui veut entreprendre, l'entrepreneuriat aujourd'hui à Djibouti, il y a beaucoup d'opportunités. Et également, on a un taux de chômage. Mais ce que je conseillerais aujourd'hui aux jeunes, c'est d'entreprendre. Il ne faut pas attendre. Il faut se lancer, chercher des financements, préparer vos business plans. Lancez-vous. Et à la fin, vous allez avoir un résultat. Le monde appartient à ceux qui se réveillent tôt. On aimerait bien être accompagné et avoir un appui. Par exemple, aujourd'hui, moi, ça fait depuis 2016 que je suis entrepreneur. J'ai envie d'élargir ma société. Et cet espace est vraiment très petit pour moi. Et ce que j'aimerais bien, que l'État donne un petit espace qui me permet d'agrandir mon entreprise. Aujourd'hui, je fais des glaçons. Et j'ai fait également de l'eau minérale. Mais je prévois de ramener une machine qui prépare de l'eau minérale. Mais avec cet espace, ça va être vraiment saturé. Mohamed Abdou Mohamed ne manque pas d'idées et d'audace en réalisant son propre rêve d'être un entrepreneur. Et surtout, les idées ne manquent pas pour assouvir son ambition et de tracer un chemin pour la future génération des jeunes entrepreneurs djiboutiens.
Et de là, nous passons aux nouvelles du monde à présent avec Fardous Hussein. Bonsoir Fardous. Bonsoir Ahmed. Nous allons rester dans la région. Fardous, éruption de violence au Soudan du Sud, 2 jours après la signature d'un accord de paix. Et oui Ahmed, des affrontements entre forces pro-gouvernementales et ceux des forces acquises à l'opposition. Un air de déjà-vu au Soudan du Sud, sauf que les combats ont éclaté ce vendredi dans l'Équatoria central. Intervient donc 2 jours après la signature de cet accord de paix censé mettre fin au conflit. Du côté du pouvoir, l'on qualifie ces accusations de propagande. Les attaques ont été déclenchées par des forces d'opposition qui ont émergé de leur cachette le long de la frontière ougandaise pour tenter de récupérer leur territoire. Depuis 2013, rappelons-le, le Soudan du Sud est englué dans une sanglante guerre civile qui a déjà fait plusieurs dizaines de milliers de morts et quelques 2 millions de déplacés. Après l'échec de plusieurs accords de paix, le chef de l'État, Salva Kiir, et son principal rival, Riek Machar, se sont engagés mercredi dans un nouvel accord de paix avec pour principale clause le partage du pouvoir. Et aux États-Unis, plusieurs morts et des habitants piégés après le passage de l'ouragan Florence. En effet, Ahmed, l'ouragan Florence fait au moins 14 morts sur la côte atlantique des États-Unis, battus par des vents violents et des pluies diluviennes. Les autorités s'activent pour secourir des dizaines d'habitants piégés par la montée des eaux. Mais environ 17 millions d'habitants avaient déjà été sommés de se mettre à l'abri loin du littoral, mais beaucoup n'ont pas suivi ce conseil. Quant à Donald Trump, la Maison-Blanche annonce qu'il se rendra en début de cette semaine dans cette région affectée par ce typhon. Près de 800 000 personnes étaient privées d'électricité ce vendredi soir en Caroline du Nord. Et scénario similaire également, Fardous, mais cette fois-ci aux Philippines, où le typhon Mangkhut baisse d'intensité, mais les Philippins restent en alerte. Et oui Ahmed, après avoir touché terre dans la nuit d'hier, le typhon Mangkhut, le plus grand de l'année aux Philippines, a perdu de son intensité avec des vents soutenus soufflant à 170 km/h et des rafales à plus de 260 km/h. Plusieurs provinces restent en alerte au niveau 3 sur 5. Au moins 2 personnes ont trouvé la mort selon la police, alors que le typhon continue de balayer le nord et le centre de l'archipel. Les autorités craignent notamment d'importantes inondations. Chaque année, rappelons-le Ahmed, l'archipel de la Philippine est balayé par une vingtaine de cyclones. En 2013, le typhon Haiyan avait tué plus de 7000 personnes. Et nous allons parler de l'ingérence russe. L'ancien directeur de campagne de Trump va collaborer. Et oui Ahmed, la pression monte d'un cran sur Donald Trump. Son ancien directeur de campagne a passé un accord avec la justice et accepte de coopérer avec l'enquête du procureur Mueller sur l'ingérence présumée de la Russie dans l'élection présidentielle de 2016. En échange, une peine réduite de son procès pour fraude fiscale et blanchissement. Paul Manafort plaide coupable de conspiration contre les États-Unis et obstruction à la justice. C'est pour lui donc un jour difficile pour Manafort, mais accepte pour sa responsabilité pour protéger donc sa famille. En 2016, cet ancien lobbyiste pour des pro-ukrainiens a en effet été dirigé à diriger la campagne pour la présidence de ce magnat de l'immobilier pendant 5 mois. Et nous allons finir avec du sport, notamment du football. Quelle équipe convaincra Zidane? Retour au Real, voyage au Gabon, contrat avec United ou le PSG, à en croire des médias aussi bien africains qu'européens. Zinedine Zidane serait en passe de bondir sur une de ses offres. Et oui Ahmed, Zinedine Zidane va-t-il reprendre du service en tant qu'entraîneur? La réponse est oui, mais quelle équipe nationale devra-t-il entraîner? Rien ne semble définir avec précision l'imminence destination de l'ex-coach du Real Madrid, mais toutefois la liste des formations faisant déjà des yeux doux à Zizou ne fait que s'allonger au fil des jours. Et le premier club a rêvé d'être coaché par l'ancien capitaine de l'équipe de France, Ahmed, semble être le Manchester United, qui d'après les médias anglophones voudrait se séparer du portugais José Mourinho, dont les résultats ne sont pas très intéressants en début de saison. Très favorable au retour de l'ancien
En 2 saisons, rappelons-le, Ahmed Zinedine Zidane a remporté avec les Merengues 3 Ligues des Champions de suite, 2 Supercoupes d'Europe consécutives, 2 trophées mondiaux des clubs et des championnats d'Espagne avec une Supercoupe d'Espagne, ce qui lui a vraisemblablement voulu d'être incorporé dans les cercles des grands entraîneurs. Merci Fardous pour toutes ces précisions. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.